Bon alors, je vais prendre les noms des retardataires et ce sera bien sûr noté dans votre compte-rendu annuel pour ce trimestre, hein. Ouais. Donc, Coucou à toi aussi. bonjour tout le monde. Bonjour. Merci d'être venus si nombreux pour ce talk qui s'intitule Et si Mozart, Daft Punk et Bob Marley avaient été des techs. Petite question d'abord. Qui c'est qui écoute du rap quand il code? Qui écoute déjà de la musique en général quand il code? Donc du rap. Ok. Du rap maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du métal. Ah, et Ok. des gens de bon goût. Du Frenchcore. Ouais, seul. Ah Ouais, merde. il est tout seul, laissez tomber, il est tout seul. Du Du jazz. classique. Du jazz. Du classique. Ok. Qui c'est qui a levé la main plusieurs fois? Ok. Ah, C'est bien. notez-le bien. C'est bien. Bon, bah on va se présenter d'abord. Je t'en prie. Ok. Donc je suis Sylvain Gougouzian. On m'appelle plutôt Gouze en fait. Je suis un vieux dev en fait. J'ai commencé mes premières pages HTML en 96. Mes premières lignes de PC, de code sur un PC, ça doit être en 89, je pense. Ouais, t'étais Je peux peut-être pas pas te né. dire, moi je finissais mes études. Et donc, je suis un co-créateur. Il y a Mathieu qui est ici présent aussi de Green Tech Auvergne, qui a un meet-up en Auvergne sur le Green IT. Merci Monsieur Gouze. Alors, vieux dev, vieux dev. Non, ça c'est... Voilà, là on commence, ça y est, la couleur du poil ne peut pas se cacher. Donc je m'appelle Thierry Chiquier, je suis aujourd'hui développeur advocate chez OVH. D'une manière générale, quand on cherche à me joindre, regardez Titimobi, quels que soient les réseaux sociaux, quels que soient, normalement, on me retrouve assez facilement. J'ai une petite émission le lundi sur Twitch qui dure depuis le Covid. Il faut bien qu'il y ait des choses positives qui ressortent de tout ça. Surtout, moi, ce qui m'anime, c'est le partage. Donc, entre autres, je m'occupe du GDG Cloud Lyon, mais vous me trouverez dans plein de meet-up. Et surtout, Mixteam. C'est le seul message que j'aurais à vous donner sur cette slide. C'est des ateliers où on fait découvrir tout ce qui est numérique aux enfants. Faites-le, faites-le. Même juste avec vos enfants ou les cousins ou les neveux, nièces. Vous allez apprendre plein de choses. Je confirme, mon grand, moi, me tanne chaque année pour y aller, quoi. Voilà, ça marche, mais dans toutes les villes, faites quelque chose. On en est arrivé à parler de toutes ces histoires de langage. Il y a quand même il y a une histoire derrière tout ça. Et avant d'arriver à un langage, il va falloir pouvoir échanger avec un système automatisé avant d'arriver à un ordinateur. Et vous allez voir que tout le long, c'est pour ça que je vous fais un petit historique, c'est toujours important d'avoir l'étape précédente pour savoir où on va derrière. Et quand on a eu les premières machines à tisser, donc je viens de Lyon, et à Lyon, historiquement, on avait les canuts qui tissaient de la soie, qui faisaient des beaux motifs. Et justement, les motifs, il y avait un métier qui était consacré à ça, qui était, alors malheureusement, c'était généralement des enfants, parce qu'ils petits, se glissaient dessous, et ils jouaient avec un certain nombre de ficelles pour changer la disposition de ce qui allait donner le motif, le fil que l'opérateur était en train de passer, de la couleur qu'il était en train de passer. Donc, comme beaucoup de personnes de cette époque qui étaient un peu aisées, s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Ça n'avait rien à voir avec le profit, bien entendu. Et ce qu'il a regardé, c'est qu'il y avait peut-être un lien avec ce qui préexistait déjà depuis quelques siècles. Il y avait déjà des orgues de barbarie qui permettaient d'avoir des morceaux de musique sur des morceaux de carton déjà un peu perforés. Donc il a appliqué le même système en disant je vais décrire ce qui va être normalement le changement de ces fameux fils pour mes motifs colorés. Et voilà, on va faciliter. Alors le résultat, c'est bien évidemment que ça allait plus vite, donc plus de production. Donc voilà, c'était généreux, mais pas que. Toutes ces interactions entre l'homme et la machine, il y a eu aussi le côté communication qui a commencé à faire usage d'un certain nombre d'éléments qui commençaient à s'approcher d'un langage d'interaction avec la machine. Et pour ça, le Morse, et en tout cas le télégraphe, a quand même apporté beaucoup de choses à l'époque. Pour la petite histoire, il y a eu pas mal de batailles entre Monsieur Morse et Monsieur Stone pour savoir qui était l'inventeur de tel ou tel aspect. Et Morse, à l'époque, il y avait déjà des dramas, alors c'était pas sur Twitter, c'était dans les journaux. Il disait qu'il passait presque plus de temps à défendre le fait que c'était lui qui avait inventé tel truc précis que d'inventer, ce qui est un peu dommage, mais qui perdure encore, comme quoi l'histoire. Tout
toutes ces évolutions, petit à petit, elles se croisent dans la tête des gens. Et en 1890, lors d'un recensement aux États-Unis, le gouvernement de l'époque dit on perd beaucoup de temps à collecter, à trier. Enfin, on a un problème sur cette information de recensement. Est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer les choses? Et donc, ils ont essayé de confier cette mission à de jeunes entreprises qui sont nées donc, en 1890, à commencer par IBM, qui est né de ce besoin-là en partie. Et l'idée, c'est de pouvoir rassembler, collecter et surtout transporter de manière raisonnable toutes ces informations. Et c'est vraiment là que sont apparues les premières fiches perforées. Et un des trucs qui est assez rigolo, c'est que c'est la première fois qu'on a quelque chose avec 80 colonnes. Donc voilà, dans l'informatique, ça veut dire quelque chose, ça vient de là. On commence à approcher du moment où on va pouvoir parler à la machine. Le moyen un tout petit peu plus simple après, c'est d'avoir les premiers claviers. Donc là, vous avez un exemple d'un téléscripteur. Alors on dit téléscripteur parce que Télétype, c'est une marque, un peu comme les histoires avec Frigidaire et tout ça. Le seul truc rigolo avec Télétype, c'est que ça fait TTY. TTY, si vous mettez les mains dans un OS un peu bas niveau, ça peut vous parler aussi. Toujours est-il que c'était la première interface où il commençait à y avoir un dialogue entre quelque chose qui était une machine quelque part et l'homme, puisqu'il y avait un clavier pour de la saisie, et on avait un papier qui s'imprimait en guise d'écran. C'était comme ça le retour. Et l'étape d'après, c'est de mettre un véritable écran. On cumule toute cette histoire et on arrive avec un écran qui a 80 caractères par ligne. Et on a les premiers VT100. Et là, on va pouvoir commencer à s'intéresser, puisque là, on a vraiment un moyen de dialogue avec des machines de plus en plus complexes qu'on va brancher derrière. Je n'aurais pas de prétention de vous faire l'histoire de l'intégralité de l'informatique qui est derrière, mais là, voilà, on commence à avoir un outil où on va pouvoir s'exprimer dans un langage peut-être un peu plus proche de l'être. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus d'informations sur les terminaux, demain Thierry donne un talk sur les TUI en fait, où Voilà. il détaillera ça un peu plus de détails sur ce type de slide. Je vais un peu plus loin, mais oui, c'est l'idée. Donc voilà. Donc comment sont nés en fait les premiers langages informatiques? En fait, on va parler de l'ADA en fait. Donc l'ADA, c'est une entreprise russe qui était dans les années 60. T'es sûr. Tu m'as dit qu'il fallait parler de l'ADA. Ouais. Je t'ai aussi dit qu'il fallait faire gaffe avec tes vannes aussi, non? Bon. Non, c'est pas que des chaussures non plus. Je te vois arriver. Ok, en fait, non, on va parler de Ada Lovelace. Ada avec les... ça fait l'Ada quand même. Hein. Bon, donc, Ada Lovelace, qui est née Ada Byron, en fait, qui est la fille du poète Lord Byron, qui n'a pas trop connu son père, puisqu'il est parti assez tôt du fait qu'il était assez frivole. C'est une autre histoire. Et en fait, la mère d'Ada voulait que ce soit une femme qui soit raisonnée, pas comme son père, en fait. Et donc, elle a depuis très jeune instruite aux mathématiques. L'époque, c'était pas très bien vu, les mathématiques, ça donnait mal à la tête aux femmes, etc. Et donc, en fait, elle a commencé à être passionnée par ça. Et puis ensuite, à bout d'un moment, le mœurs de l'époque, à 17 ans, il fallait qu'elle commence à aller dans les soirées mondaines pour se trouver un peu amie. Et là, elle fait la rencontre de son mari, certes, lors de le comte de Lovelace. Et surtout de Charles Babbage, en fait. Et donc, Babbage, il avait inventé une machine qui est un calculateur, en fait, qui faisait des opérations mathématiques. Et il avait en tête de faire une machine encore plus puissante qui pouvait être pilotée par des cartes perforées, parce que monsieur était passionné par Jacquard, qui est un Stéphanois, qui n'est pas un Lyonnais. Hein. Donc, l'usage a été fait à Lyon, parce qu'il n'y avait rien à faire à Saint-Étienne. Donc voilà, et en fait, elle a bossé sur la machine de Babbage, elle a fait pas mal d'écrits dessus, et donc, comme je disais, donc, les cartes perforées. Et en fait, la machine de Babbage, elle n'a pas pu être réalisée à l'époque parce que ça demandait trop d'industrie, c'était trop en avance sur son temps. Mais il y a un Italien qui s'appelle Luigi Menabrea, en fait, qui a écrit un mémoire sur la machine analytique, et une personne a demandé à Lovelace de traduire ce mémoire. Elle a commencé à le traduire et elle a rajouté plein de notes, en fait. Finalement, en faisant toutes les notes sur des réflexions sur comment ça pourrait fonctionner pour mieux marcher, quel engrenage serait plus intéressant, etc., elle en connaissait déjà beaucoup plus que Babbage, en fait. Et Babbage lui a dit, ça serait cool que tu le publies. Or, à l'époque, publication d'une femme était risible, donc elle signait juste avec ses initiales, ça n'a pas trop bien marché non plus. Mais la note G, en fait, est la note la plus connue de ces écrits, qui est en fait le premier algorithme qui permettait de calculer les nombres de Bernoulli, en fait. La conclusion, évidemment, c'est qu'une fois de plus, nous devons tout aux femmes.
Et donc, la machine n'étant jamais réalisée, etc., quelques années plus tard, en fait, Turing s'est rebasé dessus pour faire ses premiers calculateurs et donc a vérifié que tout marchait de ce côté-là. Si on prend un peu côté vraiment langage, le premier langage, en fait, a été créé en 1944 par Konrad Zuse pour plan calcul. Mauvaise place, mauvais moment, c'était un Allemand, 1944, pas la bonne période. Donc, il a eu un gros succès avec ce langage-là, et le premier langage qu'on reconnaît comme étant le vrai premier langage, c'est le Fortran. On en a entendu parler ce matin à la keynote. Si vous avez été attentif. Ouais. Donc, voilà, ça a été fait par John Backus. Du coup, ça ressemble à ça, voilà, concrètement. Vous avez un vrai exemple de Fortran. Avec les numéros de ligne, on a des go-to, comme à la bonne vieille époque du quand je me souviens, quand j'étais petit. Donc voilà. Donc du Fortran. En fait. Après, on a un autre langage qui s'appelle l'Algol, qui a été aussi fait par John Backus, par Peter North. En fait, il y a eu un consortium qui a été fait à Paris pour essayer de définir un langage un peu unique. Et donc c'est un projet de l'UNESCO. Ça veut dire, je sais plus. Algorithmic language, pardon, oui. Et en fait, beaucoup de langages postérieurs se sont inspirés un peu de l'Algol, donc le C, le Java. C'est une période où se posaient beaucoup de questions à l'UNESCO. Il y a eu aussi des travaux sur le langage lui-même, le langage parlé. C'est là où on a l'espéranto. Voilà, il y a des liens qui commencent à se créer finalement entre le langage de l'être humain et le langage informatique. Et donc là, on a eu l'apparition des premiers begin, end, en fait, qui permettaient de définir des blocs, etc. En 1959, on a un langage qui est toujours utilisé dans les banques. Si vous avez été aussi pareil, juste avant la keynote, la Maïf en a parlé, le COBOL. Qui a déjà fait du COBOL dans sa carrière? Bravo. Je suis désolé, je ne suis pas assez vieux. Moi. Donc, qui est créé par Grace Murray Hopper, qui est une femme aussi également. Et c'est un langage qui est toujours utilisé. Donc, c'est juste. Puis, on a le Pascal dans les années 70, en fait, avec Niklas Wirth. Niklas est très connu pour aussi la phrase qui est que les programmes informatiques ralentissent plus vite que le matériel n'accélère, en fait. Ça, je vous donne des conférences avec les lois de Moore, etc. Il y a la loi de Wirth, en fait, qui dit ça. Qui était un langage qui était assez simple par rapport à tout ce qu'on a vu là jusqu'à maintenant. On peut faire lien encore avec la keynote, avec les moyens à disposition des gens qui ont envoyé Voyager 1. Ça marche aussi, vous voyez, comme quoi tout est lié. Et puis on a le C, à la fin, en 1972, par Denis Ritchie. Ouais, moi j'étais déjà né, je peux... Ouais. Ah ouais, non, pas bon. Mais je ne faisais pas du C à 1 an quand même. Et donc, en arrivant avec le C, arrive surtout une question, c'est qu'est-ce que compiler, qu'est-ce que interpréter un langage en fait? Non, comme tu veux. Juste ça, s'il te plaît. Pas de souci. On peut commencer à avoir un peu une analogie. Depuis le début, on vous dit qu'on va faire un lien un peu avec le monde de la musique. Peu importe que vous soyez au courant de comment ça marche, interpréter, compiler. Mais il y a un peu déjà un parallèle qui peut se créer entre qu'est-ce qui se passe quand je suis en train d'écouter un morceau qui a déjà été enregistré dans un studio et je vais voir un concert. Finalement, dans les deux cas, vous avez le même morceau, vous avez normalement la même musique. Et pourtant, vous avez deux façons d'y accéder. Et on commence à se poser les questions entre compiler, interpréter. Il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise méthode. Non, je ne vais pas me lancer dans la tirade tout de suite. D'accord. Et en tout cas, oui, c'est deux façons, deux approches où finalement on a un langage, ok, mais pour arriver jusqu'à la machine, il y a quand même plusieurs chemins, comme en musique. Tout à fait. Après, de toute façon, en fait, à la fin, dans nos programmes, tout ce qu'on code, ça sera tout des 0 et des 1, en fait, en gros. Vulgairement, et tu m'as dit que je me trompais, le courant passe ou pas, et c'est pas ça. C'est un peu plus que courant ou pas courant, il y a des histoires de tension. Et donc les 0 ou 1, en fait, c'est juste du binaire, je pense. On est tous OK, quand on a tous été critiqués, qu'on faisait juste deux touches sur notre clavier 0 et 1, en fait, typiquement, ces instructions-là, en fait, je suis assez vieux pour qu'à l'IUT, on me demandait de faire de l'assembleur, en fait. Réellement, quand j'ai dit tout à l'heure, les premiers langages, c'était dans les années 44, etc. Mais avant, il y a eu l'assembleur, qui était un langage, donc ce qu'on dit de bas niveau, qui permet de communiquer plus rapidement avec la machine. Donc là, par exemple, pour faire un add 1,3, pour donc faire une addition entre deux chiffres,
c'est converti en binaire avec l'opération, le premier input, le deuxième input. Fun fact, à l'IUT, j'avais vraiment des partiels de ça en fait, où c'était des instructions à retenir, etc. Fun fact. Ça se discute. Donc l'assembleur est apparu en 49. Donc voilà un petit langage bas niveau. Alors ceux qui ont fait de l'assembleur, souvent dans nos âges, c'est surtout ceux qui s'amusaient à craquer en fait les logiciels ou autres pour... Pas du tout, c'était Non purement éducatif. Ouais, c'est purement éducatif, ouais. On désassemble toujours des programmes pour... donc c'est un petit bas niveau, et bien sûr ça c'est quand même assez galère à lire, on va pas se mentir, c'est des communications sur des zones mémoire, c'est chiant en fait, réellement, j'ai pas du tout aimé l'assembleur, hein. Surtout qu'en plus de ça, l'assembleur, suivant le type de processeur que vous avez, il y a des petites différences entre eux, etc. Et donc, se sont posés à cette époque-là, si on faisait un algo de haut niveau qui est compilé en assembleur, qui sera mieux exécuté par le programme. Donc, sont arrivés après les langages de haut niveau qu'on vous a parlé tout à l'heure, comme le C. Allons-y, pardon, c'est allé un peu vite. Ouais. Voilà, c'est pareil, on peut enchaîner. Et en fait, on a commencé à réfléchir à ce talk. On a assez rapidement vu qu'il y avait quand même ce côté historique. Et dans la musique, c'est pareil, il y a ce petit côté historique. Et en regardant de plus près un peu chaque langage, c'est un peu amusé. Alors vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord, j'attends beaucoup des feedbacks pour savoir si vous êtes d'accord avec nous. Mais le C, moi, ça m'a vraiment fait penser au le rock'n'roll quand il est arrivé en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu tout à coup, paf, une musique qui s'appelait le rock'n'roll. Il y avait plein de choses avant, il y avait tout un passé, tout un vécu. Il y a un lien au blues, il y a un lien à des musiques qui ne devaient pas être des musiques parce que si tu étais aux États-Unis et noir, ça se passait pas super bien, n'empêche, tu faisais de la musique quand même. Et tout ce mélange, tout ce marasme, on va le retrouver en fait dans la naissance du langage C en fait. C'est pas sorti par magie et facilement, ça s'est quand même fait un petit peu parfois aussi dans la douleur. Il n'empêche que je trouve qu'à l'arrivée, il y a le même impact sur le domaine concerné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le rock'n'roll a zéro impact sur la musique. On peut le dire aussi pour le jazz, qui n'a pas les mêmes racines exactement quand même. Mais en tout cas, ça a eu un impact sur toute la génération des gens qui écoutaient de la musique à cette époque. Le langage C, on ne peut pas renier son impact sur des générations de développeuses et de développeurs. C'est un peu la même chose. Il y a vraiment eu ce lien entre les deux. Je ne sais pas si on a mentionné les inventeurs du langage C, donc Dennis Ritchie et ce que j'ai mis tout à l'heure, ouais. Voilà. Et donc l'intérêt de tout ça, c'était quand même d'avoir quelque chose qui allait parler au plus grand nombre. Et pour moi, le rock'n'roll a parlé au plus grand nombre aussi. Et après, on continue d'évoluer. Et qu'est-ce que je vais faire du C++? Avec quoi je vais le relier? Et en fait, si on suit, alors là, un petit peu dans le temps, il s'est passé dans la musique un phénomène qu'on va retrouver, en tout cas du côté du langage C, qui a quand même permis d'aboutir au C++. En musique, c'est pareil. Si vous avez des groupes comme Black Sabbath dans vos playlists ou Led Zeppelin, au départ, ils faisaient un rock'n'roll un peu différent, mais c'était du rock quand même. Et puis, ils ont juste un peu durci le ton ou accéléré un peu les choses. Et en fait, c'est un peu l'idée dans les travaux qu'a fait Sostrup, l'inventeur du C++. Il ne cherchait pas à remplacer particulièrement le C. Lui, initialement, il travaillait pour que le C aille un peu plus vite, qu'on ajoute quelques nouveaux concepts, ce genre de choses. Bon, il se trouve que ça aboutit quand même à un nouveau langage. Et de la même façon, c'est pour ça, alors là, ça me parle, puisque je suis né, j'ai grandi dans le hard rock au départ. Maintenant, on parlera de métal. Il y a plein de familles, et finalement, oui, on va sentir les origines du départ, mais ça a quand même une variété aujourd'hui qui n'a plus rien à voir. Je pense que pour le C++, si on regarde du C++ aujourd'hui, dans les dernières évolutions du C++, si vraiment on s'intéresse, oui, on va retrouver les racines du C, pas de souci, mais on a ce cheminement et cette évolution, cet empilement en fait de choses par-dessus. Là, j'avoue, c'est pas un langage, c'est le fait qu'il y ait eu tout un courant autour des langages fonctionnels. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vécu directement quand c'est apparu ou pas, mais l'idée et le parallèle avec l'électro, pour moi, s'est fait tout de suite. C'est qu'on a une technologie qui peut servir dans ce cadre-là, et on va chercher
être créatif avec. Donc dans le monde de l'électro, des synthétiseurs, il y en avait avant. Des ordinateurs, on commençait à les utiliser. Et puis là, on s'est dit, ben, c'est pas juste, je vais les utiliser pour créer de la musique, puisqu'on avait des synthés, des ordinateurs, puis on faisait, je sais pas, de la pop, reggae, on pouvait faire plein de choses. Là, l'idée, c'était que c'était l'outil créatif qui allait être cet outil-là. Et ben en fait, je trouve qu'il y a un peu ce parallèle-là avec les langages fonctionnels. Et il s'agissait d'avoir ce nouveau paradigme, une nouvelle façon de voir les choses, mais finalement pour réaliser à l'arrivée un peu les mêmes tâches. Et, alors là, c'est une opinion côté musical, tout à coup, tout était électro. On faisait du jazz électro, on faisait du quelque chose électro, juste il y avait un ordinateur, il y avait des... Et ça ne préjuge pas du tout de la qualité de ce qui est produit, mais il fallait mettre le nom. Et je pense qu'on a vécu la même chose. Tous les langages se sont mis tout à coup à être fonctionnels. Alors que si on peut parler de Haskell ou de Scala, là oui, on a quelque chose qui a été pensé d'origine. Je ne suis pas sûr que Java était particulièrement fonctionnel. Je ne suis pas sûr que Kotlin ait tout de suite été quelque chose de perçu fonctionnel. N'empêche, il y a eu ce mélange. Et aujourd'hui, dans les langages, comme dans la musique, personne ne viendrait enlever l'usage du numérique et des ordinateurs dans la musique moderne. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu un apport aussi dans les langages qui vient du monde du fonctionnel. Je pense qu'on peut passer à un vrai classique. Ouais, un vrai classique, je pense, le PHP. Juste, dans la salle, qui a fait du PHP? Voilà la vérité. D'accord. Le PHP, en fait, c'est un classique qui, pour moi, c'est mal aimé. À chaque fois, tout le monde se fout de la gueule de PHP, clairement. J'en ai fait depuis 2003. J'en ai fait pendant 20 ans de manière professionnelle. En fait, le PHP, il faut savoir qu'il est quand même beaucoup plus vieux. Il date de 94. C'est Rasmus. Donc aussi, on peut faire un parallèle avec un groupe suédois, mais la vanne, je crois, qui n'était pas validée. Non, c'était pas validé. J'ai pas validé celle-là. Mince, finlandais, pardon, groupe finlandais. Et donc, PHP, en fait, c'est un langage qu'on apprend. Quoi, je pense que si je vous demande qui l'a appris à l'université ou en fac ou autre, je pense qu'on est assez nombreux aussi. Ah, peut-être pas tant que ça. C'est peut-être que vous êtes jeune alors aussi par rapport à moi. En fait, c'est un langage qui est assez simple à apprendre, très clairement. Il y a eu pas mal de frameworks qui sont créés. Il y en a un dernièrement que je trouve qui est vraiment bien, qui est Laravel. En fait, ce framework-là, il est accessible pour vraiment des personnes qui sont assez peu compétentes en informatique. Pas compétentes, je dirais plus peu... qui sont débutantes, qui sont débutantes en informatique. Qui ont moins les concepts, moins les patterns, moins ce genre de choses. Par contre, sur quelqu'un qui fait du dev depuis longtemps, il peut quand même s'éclater avec aussi. Donc PHP, surtout que en fait, il faut quand même pas se voiler la face, c'est 77% je crois du web actuellement, avec tous les WordPress, bon, mis à part le drama, mais Facebook, Shopify, Facebook, etc. Tout ça, ça a été fait sur du PHP. Donc PHP, je pense qu'il sera pas, c'est loin d'être mort. Sur les derniers paradigmes, sur les versions 8, ils sont quand même assez bien modernisés. Bon, ils sont inspirés aussi de JS sur certaines choses. Mais il n'y a pas de raison de ne pas s'inspirer, c'est comme en musique. C'est ça. Et juste, je vous invite, s'il y a des meet-up près de chez vous qui sont dans l'écosystème PHP, même si vous n'en faites pas au quotidien, allez faire un tour. Je vous promets, cette année, j'ai fait plusieurs conférences PHP. Il y a tout un écosystème extrêmement vivant, très dynamique, très créatif. Et je suis sûr qu'il faudrait un peu, je pense qu'il y a un truc à refaire là, il y a un truc qui marche pas bien. Et c'est bien dommage, parce que comme la musique classique, il y a des choses à vous apprendre. C'est ça. Je pense qu'en termes de langage, c'est pareil. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes plein à écouter du classique en codant. Donc, Voilà pour PHP. Donc, on arrive à un autre langage qui est le JavaScript. On est plus sur le côté web là. Pour moi, c'est un peu le hip-hop en fait, parce que JavaScript, à un moment donné, il y a eu plein de langages qui ont popé. Du CoffeeScript, du LiveScript, Allô ? Oui, il y a le TypeScript qui est apparu aussi. En fait, JavaScript, il faut savoir qu'il est assez pareil, tout le monde se fout un peu de la gueule du langage. Il a été créé en 10 jours, en fait, le JavaScript. Au début, il s'appelait Mocha, non pas Mocha, je sais plus. Après, il s'appelait LiveScript, et finalement, il s'est appelé JavaScript, parce qu'en fait, c'était pour surfer un peu sur la mouvance Java. Il y avait un langage qui marchait pas mal. En gros, c'était 1999, je crois, 18. Et en fait, à l'époque, c'était la guerre des navigateurs entre Internet Explorer et Netscape. Et en fait, justement,
Netscape a mis la pression à Brendan Eich pour faire le langage rapidement, parce que Microsoft allait sortir son propre langage. Et donc, en 10 jours, il a pondu les bases du langage, qui voulait que ça soit un objet, que ça soit de l'objet facile à manipuler, etc. Et en fait, depuis, il y a ECMAScript, qui est une des branches qui a pris le dessus et qui fait justement maintenant que c'est elle qui normalise un peu le langage. Il y a eu des choses que j'avais bien aimées, par exemple avec CoffeeScript, qui étaient des simplifications de notation avec les arrows fonctions, etc. Finalement, on les a retrouvées après dans le ECMA 6. Donc, comme les courants de rap, en fait, il y en a certains qui dominent un peu, plus ou moins, et puis après, ça rentre un peu dans la norme. On a après le Java. Le Java, pour moi, c'était plus de la variété française, de la Ouais, je pop. sais que tu étais plus sur l'image de la variété française. Tout le monde a fait un peu de Java, tout le monde écoute un peu, mais tout le monde n'apprécie pas. Voilà. Ouais, mais c'est vrai aussi avec tout ce qui est pop finalement. Tout le monde a un petit peu un petit bout de pop dans sa playlist. Des fois, c'est par passion, des fois, c'est le petit péché pas avouable. Et en fait, Un plaisir coupable. souvent, je pense qu'en termes de langage de développement, vous avez probablement fait un peu de Java. Il y a des chances, ou en tout cas, il y en a un peu clairsemé un peu de partout. Et pourquoi je fais le parallèle aussi avec le Metal Indus, c'est une de mes références un peu plus exotiques dans le métal, mais parce que je pense qu'il y a énormément de Java où on s'en rend pas compte, mais dans votre entreprise, il y a des chances qu'il y ait du Java dans le back-end quelque part. Vous n'êtes pas forcément en train d'opérer dessus, mais n'empêche, il est là. C'est pareil, quand je parle de métal avec certains de mes copains qui écoutent aussi du métal, c'est pas forcément de métal indus qu'ils ont en tête. Mais pourtant, si vous voulez qu'on fasse l'historique, on va remonter à Kraftwerk et compagnie, on va rigoler, quoi. Ça fait un moment qu'on est là aussi avec cette musique. Et je pense que Java a un peu ce rôle-là. Ça n'empêche pas des fois d'être, comme on a vu tout à l'heure dans le talk qui était avec Jérôme, là juste avant, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des trucs sympas qui se produisent, ça se modernise. Il y a eu l'apparition d'un certain nombre de modifications. Moi, je me suis arrêté à Java 8, la production de code qui partait. Ouais, j'ai souffert un petit peu. Et il fallait que ça soit compatible Java 6, sinon c'était pas drôle. Mais depuis, je ne peux que suivre l'évolution du langage, et c'est pareil, on voit qu'il y a eu l'influence des autres langages autour, qui sont plutôt des influences saines. Clairement, les streams, en fait, je trouve que c'est une grosse influence de langage type web comme JavaScript ou autre, qui permet d'enchaîner facilement les fonctions. Quand j'ai eu une formation il n'y a pas longtemps sur Java, justement, quand j'ai vu les streams, j'ai fait « Attends, mais c'est une formation JS ou une formation Java, en fait ?» Et là, on peut remonter jusqu'à les langages fonctionnels qui sont même avant. Et voilà, on a encore une autre influence qui vient se mêler. Et ouais, si j'étais un peu gonflé, je pourrais même dire qu'il y a une influence du fonctionnel dans le Metal Indus, puis ça commence à être un peu perché là. En fait, pour moi, quand tu as mis la référence Metal Indus, je pensais que c'était comme c'était du son assez lourd et que la JVM était assez lourde, je pensais que c'était ça en fait. Non, non, tu veux qu'on revienne sur le slide d'avant? Non, c'est bon, c'est bon. Et après, il a fallu Ouais. Alors, moi, c'est un langage que j'ai découvert bien avant de me rendre compte que j'en faisais, en fait. C'est un peu... et là, le parallèle, moi, s'est fait tout de suite avec le jazz, parce que le jazz, c'est pareil. C'est une musique, je ne m'étais pas rendu compte que j'en écoutais vraiment, en fait. Et puis, quand on s'est penché sur le truc, j'ai un peu regardé mes playlists, et en fait, il y en a vachement du jazz dans ma playlist. Python, pour moi, est arrivé un peu comme ça. C'est un peu le langage qui va aller regarder ce qui se passe dans tous les autres écosystèmes, et puis c'est la petite glue, c'est le petit bout de script pour partir en prod, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, l'arrivée de Python en tant que langage dans mon monde professionnel personnellement. Et pour moi, le jazz a vraiment cette dimension dans la musique. Ça n'hésite pas à aller piocher quelque chose dans un courant musical beaucoup plus récent, et en même temps, on sent aussi l'influence dans l'autre sens, puisque forcément, il y a les interactions dans les deux sens à chaque fois. Et pour moi, vraiment, c'est ça. On arrive à aller piocher jusque dans l'univers JavaScript. Il y a des choses maintenant dans Python qui sont clairement des choses qui ont été récupérées de bons concepts et de bonnes idées qui arrivent aussi de JavaScript. On a même des parallèles, allô, oui. On a aussi des parallèles qui peuvent se faire même sur certains frameworks aujourd'hui. Pareil, tu as dit tout à l'heure, j'ai un talk demain sur les TUI. Il y a un super framework qui s'appelle Textual. Textual, s'il n'y avait pas eu tout le monde du web avant, eh ben, il n'y aurait pas ces interfaces utilisateurs en Python possibles, parce que le créateur fait un parallèle évident pour lui et direct entre toutes les technologies, que ce soit JavaScript, CSS, HTML.
Et bien sûr, il ne garde pas cet aspect-là, puisque ça ne correspond pas à ce qu'il fait quand il est en train de développer en Python dans le terminal. Mais en tout cas, tous les concepts, pour lui, sont réinjectables petit à petit, à tel point qu'il a bouclé la boucle au final, puisque aujourd'hui, on peut aussi produire une application web depuis une application purement terminale, grâce à ce genre de framework. Voilà pour le parallèle entre Python et Jazz. Merci. Mais je crois que tu as creusé plus loin. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a les langages qui sont parfois dans des endroits un peu inattendus. En fait, typiquement, le GIF que vous voyez, c'est du front, on va dire. Bah, c'est du PHP, en fait. Je sais que PHP, ils sont en train de voir pour faire des applications natives sur mobile. Il y a quelques temps, Node est apparu aussi. Côté JS, côté back, ça faisait bien rigoler, en fait. Les langages, finalement, en fait, ils ont été créés pour une chose au départ. Et on s'aperçoit que ça peut être pratique. Je suis habitué à coder dans tel techno. Mais en fait, j'aimerais bien essayer de faire style du mobile ou autre, ou du back-end. Est-ce que je pourrais pas essayer de le faire avec mon propre langage, en fait? Je pense qu'on peut par exemple citer le fait que JavaScript, ok, naissance dans le monde du web, aujourd'hui, c'est pas toi que je vais l'apprendre. Avec un outil comme Bun, on peut faire de l'outil en ligne de commande, mais écrit en JavaScript. Donc finalement, les besoins vont toujours être les mêmes besoins, mais suivant l'histoire de chaque développeuse et chaque développeur, c'est pas la peine d'aller chercher un autre langage si le vôtre peut être adapté par un petit complément, ou enfin il peut y avoir des évolutions, comme tu dis, dans des endroits un peu inattendus. Ouais. Mais PHP sur le mobile, moi ça ne m'étonne pas, puisque avant les années 2000, je faisais tout le système de gestion des communications, les premiers appels vidéo qui étaient faits chez SFR en recherche. Le cœur du truc, c'était le moteur PHP qui produisait pas du tout de site web, mais qui était capable à l'époque de gérer des flux en quantité vraiment importante, des flux complexes sur lesquels on pouvait intervenir individuellement. Ouais, puis Il y a des propriétés des fois qui sont un peu inattendues. Pareil pour toi, en fait, là, tout ce qui est Python, MicroPython, etc., qui sont plutôt des langages à la base sur des ordis, en fait, on les trouve maintenant dans les petites cartes d'IoT, en fait, on en trouve de plus en plus. Et pourtant, c'était pas fait pour, quoi. C'était plus de l'Arduino, du C au départ. Et on trouve maintenant ces technos-là dedans, en fait. Et dans certains cas, ça peut partir d'une simple plaisanterie entre développeuses et développeurs. Et puis on se retrouve avec MicroPython et circuit de Python quelques années plus tard, avec plein de cartes dans le domaine pour le prototypage. Effectivement. Pour conclure, en fait, il y a des musiques pour tout. Oui, il y a des musiques pour tout le monde, ouais, en fait. Mais vous l'avez déjà dit tout à l'heure. Tout à l'heure, en fait, quand on a fait l'appel, quoi l'appel? Excusez-moi. On va repasser parmi vous pour vous remettre chacun votre petite note à la fin. C'est ça. Quand on vous a demandé tout à l'heure, en fait, si vous écoutez différents styles de musique, tout le monde écoute différents styles de musique pendant qu'il code, et en fait, pour autant, c'est pas autant qu'on dénigre forcément les musiques des autres, en fait. Bon, certes, il y en a d'autres qui sont des musiques qui sont un peu plus particulières que d'autres, mais bon. Et justement, on arrive au top 50, en fait, qui est un peu... C'est pareil. Puisqu'on a parlé de musique, qui a connu vraiment le top 50 quand c'était vraiment la télé, tout ça? Salut les petits clous. Mais en fait, il n'y a pas tellement de Blanche Colombe là aujourd'hui. Il y a des gens qui ont un certain âge déjà. Petite dédicace. Donc effectivement, l'idée derrière le top 50, pourquoi pas, c'était de se dire comment on peut déterminer la meilleure musique, le meilleur chanteur, la meilleure chanteuse, le meilleur groupe. Ça a toujours existé, les palmarès à la radio, ça a toujours existé. Et là, on arrivait au paroxysme, il fallait absolument être dans le top 50. Et on en est arrivé à un point où les gens produisaient de la musique parce que c'était calibré pour réussir dans le top 50. Oui. Si on réfléchit bien, on a le même phénomène dans les langages. Chaque année, alors chacun son sondage, hein, il y en a 3, 4, 5, 10. Et chaque année, vous allez entendre les gens à fond sur un langage en disant « mon langage est le plus utilisé au monde ». Et, ok, d'accord. Ok, alors il y a eu différentes phases, il y a eu JavaScript à un moment donné, ça se tire la bourre avec Python de temps en temps. Mais après, il y en a qui utilisent ces classements-là pour faire les recrutements aussi, qui ne sont pas forcément sur leurs besoins. C'est tout le monde fait du JS, on part sur du JS. Ouais, mais c'est pas vraiment le langage qu'il te faudrait en fait. Est-ce que le client a besoin dans son contexte de forcément utiliser tel ou tel langage? Je ne suis pas certain, lui il veut juste un truc qui fonctionne, qui réponde à son besoin. Méfiez-vous, comme vous méfierez du top 50, qui, je ne sais pas, existe-t-il encore? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, tous les... Oui, si, c'est bon, t'inquiète. C'est bon, ça marche, pardon. Pas de stress. Il est trop fort, si vous saviez, là. Ce que vous voyez depuis tout le passage, petite promotion, ça s'appelle Slidesk, c'est du Slidesk Code.
Je vous conseille de faire un duo avec le type qui a écrit l'outil, c'est vachement mieux en fait, ça marche nickel. Merci. Je t'en prie, tu voulais. Ouais. Et donc pour terminer, pour conclure, on peut dire qu'il y a des langages pour chaque développeur. Chacun sa partition, chacun sa couleur. Certains écrivent en Python comme on trace une ligne claire, d'autres préfèrent Java, mais que peut-on y faire? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise musique, pas de langage qui soit trop magique. Tu as des symphonies dans le PHP, les devs pianotent sur leur clavier. Alors pourquoi critiquer un langage comme le Pascal? Pourquoi ne pas l'apprécier comme un instrument musical? Pour qu'un orchestre puisse clairement résonner, plusieurs instruments différents ensemble doivent jouer. C'est pas le langage qui compte, c'est ce qu'on en... C'est pas la rime, mais la mélodie qu'on crée. Merci de nous avoir écoutés. De vos feedbacks, nous allons nous délecter. Maître Gouze. Merci. Merci beaucoup. La semaine dernière, j'ai vu cette petite blagounette sur les devs du code. Il y a les musiciens qui peuvent comprendre, je pense. Donc des gens qui font du C#. Est-ce qu'il y a des gens qui font du C#? Est-ce qu'il y a des... Oui, on n'a pas parlé du C# en fait, ouais. Ok. Ok, cool. C'est pas une critique, hein, c'est... Ah, il était là le truc, voilà pourquoi. Ah, voilà. Merci à vous, merci à Torrentech, et je voulais faire juste un petit merci énormément à Thierry pour ce talk. Il y a quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus dans les confs ici, Torrentech le fait par exemple, c'est le côté mentor, mentoré, et en fait Thierry fait partie de mes 3 mentors qui m'ont aidé à me lancer, et ça me fait énormément plaisir d'avoir fait un talk avec Thierry. Mais de même, merci à toi. Cher. Ouais, justement. Ouais. C'est pas forcément le genre de talk où il y a des milliards de questions, mais sentez-vous libre si vous avez des questions. Et si on n'a pas la réponse, on vous mentira, vous inquiétez pas. Et je répéterai les questions, bien sûr. Oui? Oui? Pardon, la carrière de... Ah oui, ok. Oh, l'exercice de style, c'est excellent. Alors la question est, si on devait analyser la carrière des Daft Punk, qu'est-ce que ça donnerait dans le monde du développement? Enfin, ça, c'est balèze, ça. Harder, better, faster. Mais c'est vrai en plus. Ouais. C'est vrai. Par où on pourrait commencer chez eux? Bah, en fait, ça se raccroche. Il y a le côté forcément électronique, numérique, d'aller chercher les trucs un peu tendance. Pour moi, tu peux partir un peu style sur le Python, c'était un peu underground au départ. Après, ça a émergé. été une super hype en ce moment. Avec l'IA, en fait, on a beaucoup de Python. En fait, du Daft Punk, on entendait partout. On le voyait avec 113, on le voyait avec plein de collabs. En fait, on l'a vu avec Kanye, on l'a vu avec le côté collab, The Weeknd. C'est pas mal ça. Et en fait, ils ont bien marqué, je trouve, l'électro. Quoi. Il y a beaucoup de choses. Quoi. Je sais pas comment dire. Parce qu'en fait, c'était des mix quoi, de. Mais ils ont pris des choses existantes comme les autres, ouais, effectivement, mais ils les ont utilisées avec les outils modernes. Ouais, comme dirait Stupéfique, on prenait des petits bouts de trucs. Python. Pour la petite histoire, moi qui suis pourtant un grand admirateur de Python, je pense que sans la communauté de la data science, il n'y aurait pas eu cette explosion et cette explosion dans la foulée. Mais peut-être que Daft Punk, il y a un côté accident et au bon moment et de la bonne façon. Un peu de la même façon, ils ont choisi une approche. Si je fais le parallèle, Python, ça s'est bien passé pour eux, mais le domaine qui les a fait un peu exploser ces 10 dernières années, en face, il y a le langage R qui existe toujours, qui est extrêmement présent dans les mêmes communautés. Et pourquoi Python a pris le dessus? C'est presque un coup de chance. On en revient à Python, le jazz, le mélange, les écosystèmes. C'est quand ces gens qui faisaient de la data science, leur objectif c'était de faire des publications, de l'analyse de données, des choses comme ça. Et puis, il y avait l'outil informatique au milieu. Il dit, ah, c'est dommage. C'est quoi ce langage-là? On peut faire de la data science. Et puis, en même temps, je peux peut-être écrire un petit script qui va m'aider à préparer mes données. Puis, en fait, je peux peut-être... Et c'est un enchaînement qui s'est fait comme ça. Et probablement qu'effectivement, Daft Punk est arrivé au bon moment, au bon timing. Ils se sont associés pour le côté visuel avec les bonnes personnes au bon moment, avec des clips où, voilà, c'était juste plein de choses qui n'avaient pas été faites, je pense, mais qui préexistaient aussi. Donc, ouais. Il va falloir qu'on prévoie des trucs comme ça, les parallèles avec les carrières de certains groupes. Ouais. Et promis, s'il y a une V2, on essaiera aussi, et je suis en train de penser d'intégrer plein d'autres genres. Donc dans le feedback, s'il y a une musique qui n'y est pas et vous avez une idée,
Je suis chercheur, par exemple, j'aurais rêvé de mettre le reggae dans tout ça. J'arrive pas à trouver un langage qui irait bien avec la vie et la sens du reggae. Donc si vous avez des idées, je suis preneur aussi dans tout ce qui est feedback. Une Colombe, petite question. Non, Voilà, merci. Merci bien. c'est leur nom, j'y peux rien. Ben merci, Ouais, merci beaucoup. merci bien.